Tu ne comprends pas vraiment la théorie du Big Bang, parce que ce qu'on enseigne à l'école est faux. Je le sais car je viens d'obtenir mon diplôme en physique, et ce qu'on nous a enseigné diffère de ce que croient la plupart des physiciens. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais simplement expliquer ce qu'était le Big Bang, et prouver que tous ceux qui n'y croyaient pas avaient tort. Mais il s'avère que je me trompais. La plupart des physiciens aujourd'hui ne croient plus que le Big Bang était le début de l'univers. Je veux simplement répondre à la question que tout le monde se pose sur la théorie du Big Bang. Qu'est-ce qui a vraiment explosé? Était-ce une singularité? Le néant? Quoi donc? Alors allons au fond des choses ensemble et s'il vous plaît, abordez cette vidéo avec un esprit ouvert. Faites table rase de toutes vos croyances sur le Big Bang et je suis sûr que vous serez époustouflés. Avant la science moderne, les humains observaient les étoiles en s'interrogeant sur leur place dans l'univers. Il existait apparemment une infinité de descriptions sur la façon dont l'univers est né. Des centaines de dieux avec leurs propres récits de création. Les atomistes grecs pensaient l'univers infini dans l'espace et le temps. Hindous, stoïciens et bouddhistes pensaient que l'univers alternait cycles de création et de destruction. En 1687, Isaac Newton, alors âgé de 44 ans, publia ses célèbres Principia. Il y montra que les mêmes lois qui décrivent le mouvement ici sur Terre sont vraies dans l'ensemble de l'univers. La gravité de Newton était née, mais un problème subsistait. Si sa loi universelle de la gravité était vraie, et que chaque objet ayant une masse attirait un autre, alors cette force devrait sûrement faire s'effondrer l'univers sur lui-même. Newton a repris la solution des Grecs. Il a essentiellement dit que l'univers était infini, sans centre, et que la matière ne s'effondrerait donc pas sur elle-même, puisque les planètes et étoiles invisibles équilibreraient parfaitement l'ensemble du système. Notre premier modèle de l'univers est né. L'univers statique. Selon Newton, l'univers était infini dans l'espace et dans le temps. Newton était chrétien et croyait donc que son Dieu avait peut-être créé l'univers, mais ne l'avait pas fait à un moment précis dans le temps. Cette idée de l'univers statique est devenue largement acceptée. Cela a duré jusqu'à ce que certaines personnes réalisent qu'il y avait un problème. Quand les gens levaient les yeux vers le ciel la nuit, ils voyaient des points lumineux provenant des étoiles et de vastes étendues d'obscurité. Mais si l'univers était vraiment infini et éternel comme l'a décrit Newton, vous devriez voir quelque chose dans chaque direction. Une étoile, une galaxie. Cela rendrait le ciel nocturne aussi lumineux que le soleil. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous voyons. L'univers ne doit donc pas être infini, statique et éternel. Quelque chose devait changer. Ce changement est arrivé plus de 200 ans plus tard, et comme souvent en physique, il vient d'Albert Einstein. En 1915, Einstein a publié sa théorie de la relativité et y a fait une découverte audacieuse. À mesure qu'un observateur accélère, le temps ralentit et la longueur se contracte. Plus vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit, jusqu'à ce qu'à la vitesse de la lumière, si vous pouviez l'atteindre, le temps s'arrête complètement. L'espace et le temps sont donc liés. Ils ne font qu'un et ils forment la structure même de l'univers, l'espace-temps. La gravité n'est pas une force entre objets, mais la courbure de l'espace-temps par leur présence. Le Soleil courbe l'espace et la Terre orbite autour de cette courbure. En théorie, c'était bon, mais ils devaient le tester et l'ont fait 4 ans plus tard. Le 29 mai 1919, une éclipse solaire totale a été visible depuis le Brésil. Arthur Eddington a organisé 2 expéditions au nom de la Royal Astronomical Society pour photographier l'éclipse. Il faisait cela pour tester la théorie d'Einstein. S'il avait raison, non seulement les objets se déplaceraient dans cet espace-temps courbé, mais la lumière serait aussi déviée et courbée pour suivre ce chemin. Comme lors d'une éclipse, on peut voir les étoiles derrière le Soleil. Il pouvait vérifier s'il avait raison. Si sa théorie était fausse et que la gravité du Soleil ne courbait pas la lumière des étoiles, alors elle devrait apparaître ici. Mais ce n'était pas le cas. Les étoiles étaient ici. Elles avaient bougé pendant l'éclipse, déformées par la gravité solaire comme l'avait prédit Albert Einstein. Albert Einstein est immédiatement devenu une célébrité. Le Times de Londres a rapporté une nouvelle théorie de l'univers, les idées newtoniennes renversées, et son nom est devenu synonyme de génie. Les lois d'Albert Einstein ne concernaient pas uniquement la gravité entre objets. Elles servaient à examiner la structure du cosmos. Après avoir surpassé Isaac Newton avec sa théorie de la gravité, il s'est rapidement heurté au même problème que Newton 2 siècles auparavant. Selon la relativité générale, l'univers était instable et devait s'étendre ou s'effondrer sous l'effet de la gravité. Pour résoudre ce problème, Albert Einstein a ajouté à ses équations une valeur nommée constante cosmologique. Elle représente l'énergie de l'espace vide lui-même. En gros, si vous preniez simplement une boîte d'espace vide, quelle quantité d'énergie y aurait-il dans cette boîte?
Il pouvait ajuster cette valeur pour l'adapter aux observations de l'univers statique. Il qualifiera cela de sa plus grande erreur, mais comme nous le verrons plus tard dans la vidéo, il pourrait avoir eu raison dès le début. D'accord? Donc à peu près au même moment où Einstein résolvait toutes ces questions de relativité, les astronomes tournaient leur attention vers le ciel nocturne pour tenter de résoudre l'un des problèmes les plus anciens de la physique. Pendant des siècles, les astronomes observaient ces nuages flous dans le ciel. Ils les appelaient des nébuleuses, la plus célèbre étant Andromède. Ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Le philosophe Emmanuel Kant les a décrites comme des univers d'îles, mais nous n'avions aucun moyen de mesurer à quelle distance elles se trouvaient. C'était jusqu'à ce qu'une femme brillante, Henrietta Swan-Leavitt, fasse une découverte révolutionnaire. Leavitt appartenait à un groupe restreint d'astronomes féminines sous-payées, appelées les calculatrices de Harvard. Ils devaient mesurer des plaques photographiques pour répertorier la position et la luminosité des étoiles. En faisant cela, elle a étudié un type particulier d'étoiles connu sous le nom de variables céphéides. Ce sont des étoiles brillantes qui pulsent régulièrement sur des périodes allant de quelques jours à plusieurs mois. Elle a remarqué que plus l'impulsion était longue, plus l'étoile brillait. Les astronomes pouvaient donc mesurer la période, déterminer la luminosité de l'étoile et la comparer à son apparence depuis la Terre. Les objets lointains, semblant plus faibles, ils utilisèrent cette comparaison pour mesurer la distance à l'étoile variable Céphéide. Grâce à cette méthode, Edward Hubble a pointé son télescope vers la nébuleuse d'Andromède et observé une de ces étoiles variables. Il a mesuré la période et calculé la distance vers Andromède. Son résultat ? 900 000 années-lumière, bien au-delà des confins de notre galaxie. Les univers-îles existent. Toutes ces nébuleuses floues que nous observions étaient en réalité des galaxies à part entière, tout comme notre voie ST, notre voie lactée. À cet instant, l'univers tel que nous le connaissons a été multiplié par 1 million. Hubble avait changé l'astronomie à jamais. Vesto Slipher, un autre astronome, observait aussi ces galaxies quand il remarqua quelque chose. La plupart d'entre elles avaient leur lumière décalée vers le rouge, ce qui indiquait qu'elles s'éloignaient de nous à des vitesses folles de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Nous savons désormais que ce décalage était dû à l'effet Doppler. Hubble, grâce aux méthodes de Slipher et Leavitt, a mesuré la distance de plusieurs galaxies et leur vitesse d'éloignement. Il a rassemblé toutes ces données sur un graphique et la tendance était claire. Plus les galaxies étaient éloignées, plus elles s'éloignaient rapidement de nous en moyenne. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait si l'univers était en expansion. L'univers statique de Newton et même d'Einstein était mort. Les observations de Hubble confirmaient ce que d'autres physiciens pensaient depuis un moment. Alexandre Friedman et Georges Lemaître ont utilisé les équations d'Einstein pour prédire un univers dynamique et ils avaient raison. Ils ont aussitôt pensé à remonter le temps. Si l'univers est en expansion au fil du temps, en remontant dans le temps, il devrait se contracter, se rapprochant de plus en plus jusqu'à atteindre un état extrêmement dense. Lemaître l'a appelé l'atome primitif. Il affirmait que nous vivions dans la fumée et les cendres d'un feu d'artifice brillant mais très rapide. Lemaître est reconnu comme le père de cette théorie, ce qui est ironique car il était aussi prêtre catholique. Rappelez-vous plutôt quand j'ai dit que l'espace et le temps étaient intrinsèquement liés. Un seul espace-temps. Cela signifiait que l'espace marquerait aussi le début du temps. Stephen Hawking et Roger Penrose allaient plus tard démontrer que ce n'était pas non plus qu'une simple supposition. Le temps s'est réellement arrêté dans cet état dense initial. Ils ont fait cela en prenant les solutions de Penrose pour une singularité de trou noir, où il y a une densité et une courbure infinie en un seul point, et en les appliquant à l'univers entier. Ils ont pu démontrer sous un certain nombre d'hypothèses que l'univers en expansion que nous voyons aujourd'hui devait avoir commencé par une singularité dans un passé lointain. Un jour sans passé. On vous a sûrement appris à l'école que le Big Bang a débuté par une singularité. Mais comme nous allons le voir, ce n'est presque certainement pas vrai. Ce modèle de l'atome primitif de l'univers posait problème. En remontant le temps avec le taux d'expansion de l'univers, on peut estimer son âge. Après cela, la réponse était un embarrassant, 1,8 milliard d'années. Les géologues savaient déjà que la Terre avait au moins 4,5 milliards d'années. Que se passe-t-il? Quelque chose n'allait pas. Mais pour être honnête, même sans ce problème, Einstein n'aimait tout simplement pas l'idée d'un univers en expansion. Il avait des convictions profondes sur un univers statique et a exploré une théorie combinant l'atome primitif avec cet univers. Si la densité d'énergie devait rester constante, il a suggéré que de nouvelles particules de matière devraient être continuellement formées. Il a imaginé un univers en expansion sans aucune origine,
où de nouvelles particules pourraient être créées, c'est à partir de sa constante cosmologique, l'énergie de l'espace vide. L'expansion de l'espace disperse la matière. Maintenant, la densité d'énergie totale de l'univers constante. Tout est résolu. Mais il n'a pas réussi à concrétiser cette idée. Face à ces petits problèmes, il n'en a parlé à personne. Et cela n'a été découvert dans ses archives qu'en 2014. 3 scientifiques en Angleterre avaient eu la même idée dès 1945, ce qui lui a porté chance. Fred Hoyle, Thomas Gold et Hermann Bondi ont eu la même idée qu'Einstein avait abandonnée. Ils l'ont appelé le modèle de l'état stationnaire. Les deux grandes idées de l'époque étaient l'atome primitif et l'état stationnaire. Fred Hoyle animait une émission de radio sur la science en Angleterre. Un jour, à l'antenne, il expliqua 2 théories et mentionna l'atome primitif, affirmant que toute la matière avait été créée lors d'un grand Big Bang dans le passé. Le nom Big Bang est né et il est resté. Nous avions les bases du Big Bang en place et cela ressemble probablement beaucoup à ce que vous pensez que le Big Bang est réellement. Il y a très longtemps, tout était plus rapproché et plus chaud, puis bang, l'univers était né. Mais il restait encore des tests à faire. Beaucoup se demandent à ce qu'il advient de toute la matière, des planètes, humains, étoiles et galaxies, si on remonte jusqu'au Big Bang. Les physiciens George Gamow et Ralph Alpher ont montré qu'à mesure que l'univers se contracte, il deviendrait chaud et dense, et que la matière finirait par se décomposer en une soupe de protons, de neutrons, d'électrons et de photons. Donc juste après le Big Bang, tout n'était qu'une soupe de particules. Il n'y avait pas d'espace vide. Il faisait tellement chaud que l'univers entier était en fait un immense réacteur nucléaire. Les protons et les neutrons s'assemblaient, formant les noyaux des atomes d'hydrogène, d'hélium et de lithium. Au bout d'environ 5 minutes, tout s'était suffisamment refroidi pour que ce réacteur nucléaire s'arrête. Tous les noyaux atomiques avaient été formés et fixés dans leurs proportions exactes. Gamow et Alpha ont prédit que 75% des noyaux seraient de l'hydrogène, 25% de l'hélium et qu'une très faible part d'éléments comme le lithium existerait. Incroyablement, ils avaient raison, les observations confirmaient en ce rapport. Et ils ne se sont pas arrêtés là. L'équipe a poursuivi sa réflexion sur l'univers primitif et leur soupe. 5 minutes après le Big Bang, la soupe était essentiellement composée de 3 éléments. Les noyaux atomiques, des électrons et des photons de lumière créés lors du Big Bang. La lumière était sans cesse absorbée puis rémise par les noyaux, circulant dans le plasma à cause de la chaleur extrême. La soupe resta ainsi pendant 380 000 ans, jusqu'à refroidir à une agréable température de 2700 degrés Celsius. À ce moment-là, tout a changé. Immédiatement, les électrons se sont attachés aux noyaux les plus proches et ces photons de lumière ont enfin été libres de voyager à travers l'espace vide. Si vous aviez assisté à la scène, vous auriez vu une lueur rouge vif. Depuis, cette lumière aurait traversé l'univers, étirée par l'expansion, décalée vers le rouge, jusqu'à atteindre aujourd'hui la partie micro-ondes du spectre et une température très basse, environ 2 Kelvin. Ils l'ont appelé le fond diffus cosmologique. S'ils voulaient, une bonne fois pour toutes, prouver que le Big Bang était réel, ils devraient trouver cette lumière. Et s'ils y parvenaient, ils prendraient littéralement une photo du Big Bang. La chasse était lancée. Dans les années 40, un astronome nommé André Meckelard étudiait des nuages d'alcool dans l'espace lorsqu'il a mesuré la température de l'espace vide autour de ces nuages. Il a trouvé qu'elle était de 2,3 degrés Kelvin. Alors, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, il ne le savait pas et personne n'a fait le lien. Il mesurait la rémanence du Big Bang sans le savoir, tandis que le modèle de l'état stationnaire était presque mort. Le principal souci du Big Bang était qu'il prévoyait un univers trop jeune. De nouvelles données révélaient une erreur dans le calcul de la distance à la galaxie d'Andromède. Elle était en fait à plus de 2,5 millions d'années-lumière. Ainsi, avec ces nouvelles données, l'âge de l'univers est estimé entre 10 et 20 milliards d'années. Le problème de l'âge était résolu. Les astronomes de Princeton se concentraient sur le rayonnement cosmique micro-ondes et s'en approchaient. Ils le sentaient. Mais quelqu'un les avait devancés. Plus bas, au laboratoire Bell, ils avaient déjà détecté ce sifflement étrange dans leurs données. Arno Penzius et Robert Wilson n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était. Ils ont tout essayé pour l'éliminer, mais en vain. Ils ont discuté avec des gens du MIT et compris ce qu'ils observaient. Il s'agissait en fait du rayonnement fossile micro-ondes mesuré à 2,7 degrés Kelvin. Ils ont reçu le prix Nobel pour cette découverte. Le Big Bang avait trouvé son joyau. Si nous pouvions le voir aujourd'hui, tel qu'il était lorsqu'il a été émis pour la première fois, et en prendre une photo, cela ressemblerait à une lueur rouge dans le ciel venant de toutes les directions.
la lumière provenant du Big Bang lui-même. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne le fasse. En 1982, la NASA a approuvé un vaisseau pour photographier tout le fond diffus cosmologique. Il pouvait balayer le ciel, cartographiant son apparence dans toutes les directions. Le satellite Kobe, en 1990, ils ont obtenu toutes les données nécessaires et fait leur grande révélation. Le rayonnement cosmique micro-ondes dans toute sa splendeur. Ils ont cartographié tout le ciel et obtenu l'image la plus complète du rayonnement cosmique micro-ondes à ce jour. Stephen Hawking a dit que c'était la découverte scientifique du siècle, voire de tous les temps, et pas seulement magnifique. Cela confirmait ce que les scientifiques s'étaient soupçonnés depuis des décennies. En physique, il existe ce qu'on appelle un corps noir. C'est un objet idéalisé absorbant toute la lumière, à 100%. Toute cette énergie doit alors être réémise par l'objet de façon prévisible. Son spectre lumineux devrait ressembler à cela. Selon la température de l'objet, cette forme peut changer, mais il existe toujours une forme de spectre théorique parfaite pour le corps noir. Ils ont prédit que le rayonnement cosmique micro-ondes devrait avoir cette signature d'un corps noir parfait. Et c'était le cas. C'était le corps noir le plus parfait jamais observé dans l'histoire. Ovation debout, prix Nobel et une description précise de la naissance de l'univers. Donc c'est la fin de l'histoire. L'univers débute avec le Big Bang et c'est tout. Eh bien, pas vraiment. Il restait 3 énormes problèmes sans réponse. Le premier est connu sous le nom de problème de l'horizon. Depuis, nous avons cartographié le rayonnement cosmique micro-ondes avec une grande précision et mesuré la variation thermique sur tout le ciel. Et c'est presque parfait. L'ensemble du signal est pratiquement exactement de 2,7 degrés Kelvin, peu importe où vous regardez. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de temps pour que la température passe d'un côté à l'autre de l'univers et que tout atteigne une température parfaitement uniforme. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, il était impossible que 2 points du fond diffus cosmologique situés aux extrémités opposées de l'univers aient pu s'équilibrer thermiquement pendant les 380 précis 000 ans avant que la lumière du fond diffus cosmologique ne soit émise. Cela aurait littéralement pris des milliards d'années. Vous pourriez penser que le problème serait résolu si l'univers avait été parfaitement uniforme au départ. Sinon, nous n'observerions pas aujourd'hui cette répartition abstraite des galaxies. Le second problème s'appelle le problème de la platitude. L'espace dans l'univers peut avoir différents degrés de courbure. La quantité de courbure est donnée par un nombre appelé oméga. Si oméga est égal à 1, alors l'espace est plat. Les lignes parallèles resteront parallèles pour toujours. Si oméga est inférieur à 1, l'espace a une courbure négative et les lignes parallèles divergent. Et si oméga est supérieur à 1, l'espace est courbé positivement. Ces mêmes lignes parallèles vont converger. Lorsque nous mesurons la courbure de l'espace dans la réalité, elle est presque parfaitement égale à 1. Cette prédiction d'un espace plat en expansion est très instable. S'il y a la moindre déviation de 1 dans un sens ou dans l'autre, cela s'écarterait rapidement de cette valeur, comme un crayon en équilibre sur sa pointe qui tombe. Et puisque nous le mesurons à 1 aujourd'hui, cela signifie qu'il devait être inimaginablement proche de 1 dans le passé lointain. Si oméga n'était pas égal à 1, les conséquences seraient catastrophiques. L'univers pourrait se déchirer ou s'effondrer et se détruire lui-même. Pourquoi l'univers est-il si plat? Le troisième problème, appelé problème du monopôle, a été soulevé par des physiciens des particules. À des énergies aussi élevées que celles qui auraient été présentes dans l'univers primitif, un grand nombre de ces particules étranges, appelées monopôles magnétiques, auraient dû se former. Ce sont des aimants isolés hypothétiques, avec une seule polarité, soit nord, soit sud, sans opposé correspondant. Le problème, c'est qu'on n'en a jamais trouvé un seul et qu'ils auraient été si lourds qu'ils auraient empêché l'expansion de l'univers. Au-delà de ces problèmes, la singularité demeurait. Beaucoup de physiciens pensaient à une erreur, mais ce n'était que des artefacts mathématiques. Einstein a qualifié l'idée d'un univers débutant à la singularité du Big Bang de répugnant. À ce moment de notre histoire, tout atteignait son paroxysme. Hawking et Penrose ont démontré la singularité en s'appuyant sur 4 hypothèses. La gravité est toujours attractive. L'univers possède 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Le voyage dans le passé est impossible. Et la théorie de la relativité générale d'Einstein décrit l'évolution de l'univers à toutes les échelles. Et maintenant, chacune de ces hypothèses est remise en question, surtout la 4e. Nous savons que la relativité générale a de gros problèmes lorsqu'il s'agit d'interactions où elle est en désaccord avec la mécanique quantique. Stephen Hawking et Roger Penrose ont tous deux désavoué bon nombre de ces hypothèses. Leur démonstration que le temps a commencé au Big Bang s'est effondrée. Il est clair que nous avions besoin de quelque chose de plus, de quelque chose de mieux que la singularité du Big Bang.
Notre solution viendrait d'un brillant physicien nommé Alan Guth. Guth réfléchissait aux transitions de phase en physique ordinaire. Des glaçons qui se transforment en liquide en fondant. En le chauffant plus, on obtient de la vapeur. C'est une transition de phase, mais il existe aussi des transitions de phase étranges. Si l'eau liquide est insuffisamment pure, elle peut être refroidie en dessous du point de congélation normal, retardant ainsi la transition de phase dans un processus appelé surfusion. On pensait qu'après le Big Bang, l'univers s'était refroidi en s'étendant depuis une température infinie, mais cela poserait le problème des monopôles. Alors, et si nous pouvions retarder ce refroidissement comme nous le faisons avec l'eau? Ils ont calculé que si le refroidissement est un peu retardé, le problème des monopôles disparaît. Ils ne sont donc pas créés. La question est, quel impact ce surrefroidissement a-t-il sur l'expansion de l'univers? On pourrait croire que l'espace vide est, comme son nom l'indique, totalement vide. Mais la mécanique quantique révèle en fait une mer d'activité chaotique. Une couche de champ quantique invisible existe, chaque champ correspondant à une particule. Un champ d'électrons, un de quarks, même principe. Une ondulation dans ce champ crée les particules qui te composent, ainsi que moi. Nos électrons viennent de ce champ. Dans cet espace vide, des particules et antiparticules comme électrons et positrons apparaissent et disparaissent sans cesse, s'éloignant brièvement avant de se réunir et disparaître à nouveau dans le vide quantique. Ces interactions quantiques confèrent au vide spatial une faible énergie. Rappelez-vous, énergie et masse sont identiques. Donc si vous avez assez d'espace vide et que vous pouvez extraire l'énergie du vide, vous pouvez obtenir assez de masse pour créer vous, moi, ou même l'univers entier. Guth a commencé à calculer à quelle vitesse l'univers s'étendrait s'il était alimenté par l'énergie de ce vide spatial, et le taux était insensé. L'univers, en une infime fraction de seconde, s'étendrait au moins 100 000 milliards de fois. Il a vite compris que cette croissance folle résoudrait aussitôt le problème de la platitude. Profitant de cette croissance rapide, les équations ont été totalement inversées. La valeur d'oméga, représentant la courbure de l'univers, était rapidement poussée vers 1. Peu importe la forme initiale de l'univers, l'expansion provoquée par l'énergie du vide a parfaitement aplati l'univers. Le problème de la platitude était résolu. Lorsqu'il a fait ce calcul, il savait qu'il tenait quelque chose d'important. Il a écrit « Réalisation spectaculaire ». Ce type de surrefroidissement peut expliquer pourquoi l'univers est si incroyablement plat, et donc résoudre le paradoxe de l'ajustement fin souligné par Dirac. Le problème semblait disparaître comme par magie, tout cela grâce à cette période d'expansion rapide. Guth l'a appelé l'inflation. Le dernier problème que l'inflation devait résoudre était le problème de l'horizon, et en fait c'était assez simple. Puisque l'inflation a augmenté la taille de l'univers d'une quantité énorme en bien moins qu'une fraction de seconde, deux points que nous voyons aujourd'hui et qui étaient trop éloignés pour pouvoir communiquer et atteindre la même température dans l'ancien modèle auraient en réalité commencé beaucoup plus proches l'un de l'autre. Cela leur laisse le temps pour que les photons circulent et atteignent la même température. C'est pourquoi le fond diffus cosmologique semble si uniforme aujourd'hui. Le problème de l'horizon a également été résolu. Cette théorie de l'inflation faisait des tours de magie. Elle a résolu les trois problèmes les plus urgents du Big Bang en un clin d'œil, remplaçant au passage la singularité gênante. Ce n'était même pas son plus grand triomphe. En observant le rayonnement cosmique micro-ondes, on distingue ces zones à densité un peu plus élevée. Il y a un peu plus de cette soupe primordiale ici que dans ces zones froides. Et puisque la gravité attire toujours plus de matière vers ces régions surdenses, ces petites variations explosent sur des milliards d'années grâce à la gravité, nous donnant la toile cosmique de galaxies et la structure que nous voyons aujourd'hui. Si le fond diffus cosmologique était uniforme, l'univers n'aurait pas de galaxies. L'inflation est provoquée par le champ quantique d'inflation, et ces champs possèdent en fait des fluctuations quantiques inhérentes grâce au principe d'incertitude. Ces fluctuations quantiques se figent dans le plasma à mesure que l'expansion ralentit, nous donnant la variation que nous observons aujourd'hui. Sans ces fluctuations quantiques durant l'inflation, il n'y aurait ni galaxies, ni structure dans l'univers aujourd'hui. En réunissant ces idées, nous pouvons reconstituer une vision complète de ce qui a explosé lors du Big Bang. Nous commençons avec l'espace vide, pas de matière ni de lumière, rien du tout. Mais notre espace vide est rempli d'un champ sous-jacent, le champ d'inflation. Ce champ force cet espace vide à augmenter rapidement de taille. S'il avait commencé avec la taille d'un grain de riz, il serait devenu plus grand que notre univers observable en moins d'un trilionième de seconde. Gardez à l'esprit qu'à ce stade, il n'y a toujours rien, juste de l'espace vide. Et puis l'inflation se termine, et boum, comme ça, tout simplement. L'énergie du champ inflationnaire de l'espace vide est aussitôt transformée en matière et lumière dans l'univers. C'est le Big Bang chaud et dense dont on t'a parlé à l'école.
La lumière que nous voyons aujourd'hui comme le rayonnement cosmique micro-ondes et la matière qui forme chaque étoile, chaque humain, chaque galaxie, tout cela est issu de l'énergie du vide à ce moment-là. Pas besoin de singularité du tout, mais voici la partie folle à propos de l'inflation. Elle ne se termine pas partout en même temps. Cela se produit par endroits. Donc, alors que l'inflation peut se désintégrer en matière et en rayonnement, créant notre univers et le Big Bang juste ici, elle peut continuer à s'étendre en dehors de notre univers, engendrant potentiellement un nombre infini de ces univers issus du Big Bang. Et il se trouve que nous sommes à l'intérieur de l'un d'eux. Le multivers est né. C'est la vision la plus acceptée de l'origine de l'univers. Ce n'est sans doute pas ce qu'on t'a appris, n'est-ce pas? Quand on me l'a enseigné il y a 2 ans, on disait que l'inflation suivait le Big Bang. On évoquait la singularité sans parler du multivers. Donc à faire classer, fin de l'histoire, non? Eh bien, pas tout à fait. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, le domaine de la cosmologie évolue constamment, change, et de nouvelles théories apparaissent toujours, prétendant offrir une description meilleure et plus précise de l'origine de l'univers. Bien que la théorie du Big Bang inflationnaire soit la meilleure à ce jour, elle présente aussi des problèmes. Certains critiques populaires soutiennent que l'inflation est tout simplement trop flexible et pas assez falsifiable. En science, une théorie n'est pas juste une simple idée comme dans le langage courant. Une théorie scientifique doit permettre des prédictions testables par observation avec télescope et détecteur. Mais elle prédit aussi le multivers, ce qui met les physiciens assez mal à l'aise. Et avant que vous ne commenciez à commenter en disant « Ah, les physiciens ne peuvent même pas se mettre d'accord sur ce qu'est le Big Bang, comment voulez-vous qu'on y croie ?» Du calme. Certaines choses sont pour nous des certitudes. Le Big Bang chaud et dense, c'est-à-dire que tout dans l'univers était autrefois très rapproché et bien plus chaud qu'aujourd'hui, a bel et bien eu lieu. C'est visible, il n'y a pas de débat. Mais tenter d'expliquer la cause de cet état chaud et dense, ainsi que ce qui l'a précédé, reste indécis. La recherche pour cette vidéo s'est largement basée sur un livre intitulé La bataille du Big Bang. Les auteurs ont assisté à une conférence sur les trous noirs et la physique fondamentale, où ils ont interrogé des experts sur leurs convictions concernant l'origine de l'univers. Lorsqu'ils leur ont demandé s'ils pensaient que le Big Bang était le début du temps, la majorité d'entre eux ont en fait convenu que cela ne dit rien sur le moment où le temps a commencé dans notre univers. Alan Guth, le père de cette idée d'inflation, a déclaré que la théorie du Big Bang n'a jamais réellement été une théorie de l'explosion. Elle ne dit rien sur ce qui a explosé, pourquoi cela a explosé, ce qui s'est passé avant l'explosion, et c'est probablement une bonne façon de voir cette description du Big Bang. J'ai lancé un sondage sur YouTube et Instagram en demandant aux personnes qui ne croyaient pas au Big Bang de m'expliquer pourquoi, donc j'espère que nous pourrons essayer de répondre à certaines questions. Après avoir parcouru des milliers de réponses, il semble qu'il y ait vraiment 3 principaux problèmes que les gens ont avec le Big Bang. Le premier est: pourquoi l'univers a-t-il commencé à partir d'une singularité, ce point de densité infinie où toute la matière de l'univers était censée être contenue? S'il y a une seule chose que vous devez retenir de toute cette vidéo, que ce soit celle-ci. Cette idée de la singularité est en grande partie abandonnée en cosmologie. C'est simplement la vérité. Nous ne pensons plus que l'univers a débuté à ce point de densité infinie, mais cela reste révélateur. La singularité n'est qu'une prédiction sur l'origine de l'univers si la relativité générale d'Einstein reste valable. Et nous avons démontré au cours des 50 dernières années que ce n'est pas vrai. Un grand désaccord existe entre la relativité et la mécanique quantique à résoudre. C'est la théorie du tout que tout le monde recherche. Mais puisque nous savons que ce problème existe, la singularité n'est plus acceptée. Nous avons besoin de quelque chose de mieux, et c'est pourquoi nous avons maintenant l'inflation. La deuxième question est: comment quelque chose peut-il venir de rien? La matière ne se crée ni ne se détruit. Tout part de ce principe avec quelques précisions à apporter. La plupart des théories actuelles du Big Bang ne disent pas que l'univers vient de rien. Et cette idée qu'on enseigne en physique au lycée, selon laquelle l'énergie ne peut pas être créée ni détruite, est franchement une énorme simplification. Cette règle est vraie, mais limitée à notre espace-temps et dépend de la symétrie de translation temporelle. Puisque l'espace-temps lui-même est en expansion et change constamment, cette idée d'énergie globale n'est en réalité même pas bien définie. Et puis il y a les champs quantiques, les particules et antiparticules qui semblent être créées à partir de rien. En fait, en physique avancée, beaucoup de règles sont plus souples qu'à l'école. C'est normal. Et probablement la réponse la plus courante que j'ai reçue était « le Big Bang ne peut pas être vrai, parce que si c'est le cas, qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang ?» Encore une fois, cela ressemble davantage à une incompréhension fondamentale. Les modèles du Big Bang ne prétendent pas vraiment savoir ce qui s'est passé avant le Big Bang. C'est vraiment aussi simple que ça.
Mais je dirais que votre insistance sur le fait que quelque chose doit précéder le début de l'univers est simplement une incompréhension de la façon dont le temps fonctionne. Le temps est quelque chose de bien plus physique qu'on ne le pense. Notre expérience quotidienne nous donne l'impression que le temps est simplement quelque chose qui s'écoule à l'infini vers le futur et à l'infini vers le passé. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Si l'espace-temps lui-même n'existait pas à un moment donné dans le passé, alors oui, il n'y avait rien avant cela, très littéralement. Nous n'en sommes pas encore certains. Je pourrais encore parler longtemps des différentes idées proposées pour remplacer l'inflation. Je peux faire cette vidéo si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Pour l'instant, nous en sommes là. La singularité est pratiquement morte. L'inflation est notre meilleur modèle pour expliquer comment l'univers entend né, et il est vraiment efficace. Mais il reste encore des problèmes à résoudre. C'est le problème le plus difficile que l'humanité puisse essayer de conquérir. L'origine de tout l'univers. Ça n'a jamais été facile, mais j'espère que vous pouvez voir à quel point les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent sont vraiment incroyables. Et maintenant, vous comprenez le Big Bang mieux que presque n'importe qui d'autre sur la planète. Même les personnes qui étudient la physique aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous. J'ai passé des mois sur cette vidéo, mais seuls 20% d'entre vous sont abonnés.